Bienvenue mesdames et messieurs dans Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à un géant continental, le Nigeria, 198 millions d'habitants et ils seront 80 millions d'électeurs à se rendre aux urnes en février 2019 pour élire le prochain président de la République. L'enjeu est de taille, choisir un homme qui permette au Nigeria de garder son rang de première puissance du continent mais aussi d'améliorer sa situation sécuritaire. D'ores et déjà, le président Muhammadu Buhari est candidat à sa propre succession. En face, il a 12 autres candidats, dont Obi Ezekwesili. Elle a été plusieurs fois ministre et ancienne vice-présidente de la Banque mondiale. Nous avons également le richissime homme d'affaires Atiku Abubakar. Tous les deux veulent l'alternance en février 2019. Alors, quels sont les rapports de force à quelques mois de cette présidentielle? Quel regard jeter sur le bilan du président sortant Muhammadu Buhari? Surtout, quels sont les grands défis que devra relever le prochain président de la République fédérale du Nigeria? Pour en parler, j'ai avec moi trois invités. Serge Djibré, vous êtes entrepreneur dans les nouvelles technologies. Vous êtes le président du think tank Africa New Leadership. Merci. Merci à vous. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Thierry Mouelé, vous êtes enseignant, vous enseignez le commerce international et la stratégie d'entreprise à l'ISEG School of Management. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes également, je précise plutôt que vous êtes également le directeur du cabinet IM Consulting Paris. Merci. Merci. Et j'ai également avec moi Patrick Mboyo. Vous enseignez les relations internationales et le droit constitutionnel à l'Université d'Evry en France. Merci Patrick Mboyo. C'est moi qui vous remercie. Pour accepter notre invitation. Nous avons initié de grands chantiers que nous devons poursuivre. A répété le président sortant Muhammadu Buhari pour justifier sa candidature. Seulement voilà, il a en face de lui deux concurrents sérieux, plutôt plusieurs concurrents sérieux qui entendent obtenir l'appartenance au Nigeria. C'est un sujet de la rédaction signé Sharon Kamara. La 5e tentative sera peut-être la bonne. Après 4 candidatures, l'homme d'affaires et politicien Atiku Abubakar est en lice pour l'élection présidentielle de février 2019 au Nigeria. À l'issue des primaires, il a été désigné le 7 octobre par le Parti démocratique du peuple, la principale formation de l'opposition. Il portera donc le flambeau du principal parti d'opposition à la prochaine présidentielle. Face à lui, le président sortant Muhammadu Buhari, qui a été choisi le 6 octobre par son parti, le Congrès des progressistes. Lui brigue un 3e mandat après avoir dirigé le pays une première fois entre 1983 et 1985. Le président Buhari, c'est un militaire, c'est quelqu'un qui connaît les rouages de la politique nigériane. C'est quelqu'un qui avait mis, disons, qui avait pour leitmotiv dans sa politique la lutte contre la corruption parce que c'est un des grands fléaux qui freine l'économie du Nigeria. On a vu les limites du président Buhari, tandis que pour le futur ou les candidats Atiku, lui par contre c'est un homme d'appareil. Il connaît l'appareil dès l'intérieur. C'est un homme qui a un profil économique un peu plus avantageux. Ancien vice-président de 1999 à 2007 sous le régime de Olusegun Obasanjo, Atiku Abubakar a fait fortune dans l'import-export, le pétrole et les télécommunications. Alors que cette nouvelle campagne est présentée comme sa dernière tentative, le candidat a reçu le soutien de l'ex-chef de l'État, Olusegun Obasanjo, et d'autres soutiens de grandes figures de la politique nigériane. Seul, je ne pourrais pas le faire. J'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin que vous m'assistiez, j'ai besoin de votre compréhension et j'ai besoin de votre participation. Ce travail n'incombe pas à une seule personne. Il s'agit d'une responsabilité collective. La santé fragile du président sortant pourrait-elle le desservir? Rien n'est moins sûr. Dans une lettre ouverte, l'ex-chef de l'État, Olusegun Obasanjo, a d'ores et déjà demandé au président Buhari de déposer sa démission. En cause les problèmes de santé du chef de l'État qui l'ont contraint à quitter le pays à plusieurs reprises afin de se soigner à l'étranger. Mais le président sortant dit avoir initié plusieurs chantiers qu'il entend poursuivre. La situation en matière de sécurité s'est nettement améliorée dans le nord-est. Nous restons déterminés à mettre fin à la crise dans cette zone et à assurer la sécurité pour tous. Nous progressons dans la lutte contre la corruption et la récupération des fonds
et des avoirs publics volés. En dépit d'une résistance féroce et sévère, la pratique honteuse du vol effronté de milliards de naira n'est plus. Les contrats pétroliers douteux et les contrats publics jamais livrés sont devenus des choses du passé. Les Nigérians se rendront aux urnes en février et mars 2019 pour élire un nouveau président, mais aussi leurs gouverneurs et députés. En plus des deux principaux prétendants, une dizaine d'autres candidatures ont été enregistrées. Parmi elles, celle de Obi Ezekwesili, l'instigatrice du mouvement Bring Back Our Girls. L'ancienne vice-présidente de la Banque mondiale dit vouloir remettre à plat la vie politique nigériane, dont elle par les grands partis politiques du pays. Patrick Mboyo, on l'a dit, 80 millions d'électeurs se rendront aux urnes en février 2019. C'est 14 millions de plus par rapport à 2015. Ce sera 120 000 bureaux de vote. On va dire quoi? Ça contraste quand même avec le désamour politique qu'on observe dans les autres pays du continent. Le Nigeria est aujourd'hui la plus grande démocratie en Afrique. Par le nombre d'électeurs, bien entendu, parce que si on prend la même échelle pour compter la plus grande démocratie dans le monde, ce sera l'Inde. C'est ça. Voilà. Avec plus de 900 millions d'électeurs, le Nigeria en Afrique, c'est la première démocratie avec 80 millions d'électeurs. C'est pratiquement la population réunie de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Hein. Mais c'est un grand défi, au-delà du défi que cela représente et de l'intérêt stratégique de ce pays. C'est surtout un contexte tout à fait particulier, parce que ce géant africain, qui est purement africain, parce que, à la différence, par exemple, d'autres pays de l'Afrique du Nord, comme le Maroc, l'Algérie ou l'Afrique du Sud, ce pays a été construit par d'anciens colonisés qui ont su prouver au monde qu'un ancien pays colonisé peut relever le défi de la croissance et être aujourd'hui un pays réellement émergent. Alors, le défi de la croissance, on va en parler tout à l'heure. Mais comment expliquer cet engouement pour la chose électorale ? Alors que ça recule dans certains pays. Eh bien, ça se passe simplement parce que, je l'ai dit, le pays est en train de prouver au monde qu'il est capable, que l'homme noir, l'homme africain qui a été colonisé, est capable aujourd'hui par lui-même de remonter son pays, de faire de son pays une puissance économique plus que ce que la puissance coloniale avait laissé, à la différence de la plupart des pays qui ont été colonisés, notamment en Afrique de l'Ouest, qui aujourd'hui ont économiquement régressé par rapport au niveau laissé par les anciens colonisateurs en 60. Thierry Mouelet, il y a dans ce pays que 91 partis seulement, 91 partis politiques. Il y en a 400, 500 dans des pays qui font 10 millions d'habitants, mais ils n'ont que 91 partis politiques. Comment expliquer cette maturité politique du peuple nigérian qui fait que, effectivement, les rendez-vous électoraux ne sont jamais véritablement des mouvements de forte tension où il y a finalement affrontement sanglant? Il faut déjà comprendre que le Nigeria est un conglomérat, n'est-ce pas, de cultures intégrées. Beaucoup de cultures participent, n'est-ce pas, à la nomenclature sociale nigériane, à partir déjà, premièrement, des cultures endogènes, c'est-à-dire les cultures Fulani, Ibo, toutes ces micro-cultures qui concourent, n'est-ce pas, à l'expression de la culture exprimée par les Nigérians. D'abord, un ancrage aussi idéologique. Les Nigérians sont des gens qui ont une idéologie de libertaire très poussée. Pas libertinage, pas de libertaire. Sûr, oui. Donc très poussée. Donc les gens imbus de leur personnalité et imbus, n'est-ce pas, du terroir culturel proprement africain, avec une fierté exacerbée. Troisième point, c'est aussi l'héritage culturel anglo-saxon. Ce que les Britanniques ont laissé, donc le pragmatisme, qui pousse les Nigérians, n'est-ce pas, à être dans la logique de ce qui fait la différence avec les États francophones, d'être très pragmatiques. C'est des hommes qui construisent à partir, n'est-ce pas, d'un substrat idéologique de Nigeria First. Donc d'abord le Nigérian d'abord. Et à partir de là, ils construisent... Ils sont très soucieux de la paix, de la sauvegarde... Ils sont soucieux de la paix, mais de l'ordre. Les Nigérians sont des gens extrêmement soucieux de l'ordre. C'est pour cela qu'on a vu au cours de l'histoire beaucoup d'interventions de militaires pour remettre de l'ordre dans une société qui était sérieusement gangrenée par la corruption. Donc le Nigérian est pragmatique, il est opérationnel, il est idéologiquement orienté Afrique First, Nigeria First, we are the best, nous sommes des meilleurs, l'Afrique d'abord. C'est ce qui fait donc, vous voyez, cette portion réduite. Parce que si vous me dites 90 partis politiques... 91 partis politiques. Je vous dirais que dans ces 91 partis politiques, il y en a à peu près, disons, une dizaine qui sortent du lot. Et c'est à partir de cette dizaine de partis politiques qu'il y a généralement les différents leaders depuis au moins 1991.
2011. Vous avez raison, et c'est ce que dit Obi Ezekwesili, la dame de fer, comme on la surnomme au Nigeria. Elle dit que la vie politique nigériane a été prise pendant trop longtemps en otage par les deux grands partis classiques. Il est venu le moment de remettre à plat tout ça. Vous pensez que cette dame a des chances, effectivement, de faire bouger les lignes et de faire bousculer l'intelligentsia actuelle et l'establishment? De toute façon, a des chances, tout le monde a des chances de gagner une élection. Oui. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Mais par contre, l'ancrage des deux grands partis au Nigeria est quand même vraiment notable. Donc, ceci limite en tout cas les pronostics. Mais nous savons aussi que les deux grands partis au Nigeria, le PDP et l'APC, en général, sont plus des jeux d'alliance. C'est un peu comme aux États-Unis. C'est comme aux États-Unis. Ils s'atteignent régulièrement au pouvoir. Je l'ai dit, Atiku Abubakar, c'est un vieux routier de la politique nigériane. Il a le soutien de l'ancien président Olusegun Obasanjo qui demande au président Buhari d'aller se reposer. Vous pensez quoi? Avec ce soutien, il peut effectivement faire basculer la présidentielle à son profit? Ce soutien est un couteau à double tranchant. Il faut faire attention parce qu'au début, lorsque Olusegun Obasanjo s'était exprimé, c'était une voix de sagesse. Un ancien président qui s'adressait à un autre ancien président qui a par ailleurs été déjà président avant lui, il faut le savoir, à l'époque du coup d'État. Simplement, ça commence à avoir une coloration plutôt politique ou plutôt politicienne à partir du moment où Olusegun Obasanjo ne fait pas simplement appel à ce que Muhammadu Buhari quitte le pouvoir, mais il soutient derrière son concurrent, l'homme d'affaires Atiku. Là, ça commence à devenir un petit peu problématique. Ça commence à poser la question si ce n'est pas un calcul politique qui est dans la tête d'Olusegun Obasanjo, un homme remarquable, il faut le dire, parce que c'est grâce à lui que la démocratie est rentrée après la série des généraux, Sani Abacha et les autres 90. Et lui a été le premier président démocratiquement élu et qui a impulsé la démocratie telle que nous la connaissons aujourd'hui au Nigeria. Il faut lui rendre cet hommage, mais simplement, je crains que son affirmation un peu plus impératif devienne intempestif au point de pouvoir s'aimer le doute dans la tête des Nigérians. Oui. D'autant d'ailleurs plus que ce rapprochement de Olusegun Obasanjo auprès d'Atiku est un peu surprenant parce qu'on n'oublie pas que Olusegun Obasanjo a quand même traîné Atiku devant les tribunaux pendant qu'il était son vice-président. Donc ce rapprochement montre tout simplement que son véritable... C'est opportuniste et il voudrait rester l'un des acteurs majeurs qui tire les ficelles dans la politique nationale nigériane. Donc, une fois qu'on l'a dit, on comprend également que son problème véritablement, c'est le militaire, qu'on oublie qu'il est militaire, parce que jusqu'à présent, Buhari, on a complètement oublié que Buhari, c'est un général, c'est un militaire. Qui a déjà fait un coup d'État. Qui a déjà fait un coup d'État et qui a été président de la junte militaire au Nigeria et qui a en fait impulsé d'autres coups d'État. Il y en a eu une série dont il était, franchement, appelons ça quoi, le mentor. Donc, la réalité... Ça suppose quoi qu'il reste quand même dans le jeu politique nigérian un grand baobab? Oui, mais Atiku n'oublie pas ce qu'il lui a fait, parce que traîner quand même un notable comme celui-là qui a été gouverneur de l'un des États les plus prospères, notamment l'État de la Damawa, en 91, je crois, le traîner devant les tribunaux alors qu'il est votre vice-président et que vous êtes venu le chercher pour vous apporter, n'est-ce pas, un substrat d'énergie à gagner l'élection et vous gagnez à deux et vous alliez aux Américains pour le traîner devant les tribunaux. Ou peut-être c'était repenti. Le président Buhari dit, j'ai engagé, et il a dit les 6 et 7 octobre dernier, j'ai engagé à ses militants, bien entendu, de grands chantiers que je veux poursuivre. C'est pour ça que je suis candidat à l'élection présidentielle. Mais il y a aussi l'homme, tout simplement, l'homme qui naturellement a été absent pendant longtemps du Nigeria du fait de sa santé. Ça peut jouer contre lui, vous pensez? Bon, est-ce que les Nigérians regarderont cet aspect? Après, ils font plus regarder des résultats de vie, l'impact de sa gouvernance sur le quotidien des Nigériens. Je pense que c'est plus cet aspect-là qu'ils regarderont, parce que l'absence de l'homme, la santé de l'homme joue plus sur les institutions que sur le citoyen lambda. Donc, pour rebondir un peu sur... Ils ne sont pas particulièrement préoccupés par... Non. Ça va être un élément comptant mineur.
pas véritablement le point de décision pour le citoyen nigérian. Mais ça peut avoir son pesant. Par contre, la position du président Obasanjo, je vais peut-être revenir là-dessus, mais tous les acteurs nigérians aujourd'hui sont tous des hommes d'appareil, hein, c'est quasiment les mêmes. Obasanjo, Atiku, vice-président, Atiku, soutien de Boari en 2015. Donc c'est tous les mêmes aujourd'hui. Donc je ne crois pas qu'il y ait plutôt des alliances homme pour homme, mais plutôt l'envie de faire bouger leur démocratie, cette démocratie vivante-là, qui anime ces acteurs-là. Parce qu'il faut dire aussi, quand vous nous parlez des Nigérians qui sont enthousiastes pour aller aux élections, oui, c'est parce que leurs élections, depuis 2015, a connu une alternance qui a surpris aussi bien les électeurs que les organisateurs. Donc, naturellement, c'est devenu une plateforme très intéressante en termes de prototypage démocratique qui exalte toutes les passions parce qu'on rêve de ce beau jeu démocratique qui devrait d'ailleurs faire école. Je pourrais rajouter quelque chose si vous permettez, parce que ça participe aussi à un mode de vie des Nigérians qui est particulier en Afrique en général. C'est-à-dire c'est le fait qu'on retrouve tous ces poids lourds. Tous ces gens ont été à un certain moment présidents, vice-présidents. Certains ont fait des coups d'État, ont renversé des présidents en place et se retrouvent avec eux tous. Un homme comme Babangida, il est aujourd'hui... Madame Ezikwesili a été plusieurs années ministre. Voilà. Donc, Babangida... Moi, je retiens surtout le fait que et les généraux qui ont fait des putschs dans les années 80 et début 90 et ceux qui ont été élus démocratiquement, qui ont été renversés, vivent toujours au sein d'un même pays. Alors que nous avons dans certains pays, un président, lorsqu'on lui fait un coup d'État, par exemple, comme Pascal Lissouba, ça fait bientôt 20 ans qu'il se retrouve en dehors de son pays, alors qu'ils sont que deux poids lourds, lui et Sassou Nguesso ne peuvent pas vivre ensemble. Alors que eux, ils sont là, d'anciens présidents, d'anciens généraux, d'anciens dirigeants, chefs de junte, ils vivent tous dans leur pays et participent à la vie. Il faut aussi dire que le pays est grand. Il faut dire que le pays est grand et qu'il n'y a pas de promiscuité à se lever le matin. 923 000 voilà. Il n'y a pas de promiscuité à se retrouver un matin avec l'ancien putschiste en face, n'est-ce pas, de la barrière de sa maison. L'élection présidentielle de février 2019 se jouera aussi sur le bilan du président sortant Mohamedou Boari, mais on en parle dans la deuxième partie après une courte pause. À tout de suite.